Alors, on est rendu dans probablement la dernière partie de ce cours-là. On va voir le radar, le CAM pour évaluer le délirium. On va voir le MNA-DNA pour évaluer le risque de dénutrition. Puis, l'échelle de dépression gériatrique. Alors, le radar. Trois petites questions très, très simples qu'on peut faire à tous les jours, à tous nos patients, vraiment, vraiment, vraiment facilement. Trois questions qu'on se pose quand on va voir nos patients. Est-ce qu'il est somnolent ou hyperactif? Parce que ça fait, le délirium peut être, puis on va le voir quand on va faire les troubles cognitifs là, dans 2 cours, le délirium, ça peut être autant hypoactif que hyperactif. Donc, un patient qui est relativement calme d'habitude, tout d'un coup devient très, très anxieux et vice-versa. Un patient qui est très, très énervé d'habitude, puis là, tout d'un coup, il est vraiment moche, ça peut aller dans les deux sens. Il peut être autant somnolent que hyperactif. Donc, première question, est-ce que notre patient est somnolent ou hyperactif? Est-ce que notre patient a de la difficulté à suivre des consignes qu'il n'y avait pas la veille ou qu'il n'y avait pas il n'y a pas longtemps? Là? Alors, directive relativement simple. Est-ce que le patient a des mouvements qui sont au ralenti ou le contraire, trop rapide ou trop saccadé? Ah, il manque une lettre là. Trop saccadé. Donc, si notre patient est en train de faire un délirium hypoactif, ses mouvements vont être au ralenti. S'il est en train de faire un délirium hyperactif, ses mouvements vont être rapides. Et la façon la plus simple de tester ce petit outil-là, qui n'est pas écrit à nulle part, c'est un outil comme ça, c'est en distribuant la médication. En rentrant dans la chambre, bonjour, Monsieur Sanchez. D'habitude, il nous répond, puis là, il ne nous répond pas. Oups! Il est-tu somnolent? Il se réveille, c'est-tu parce qu'il dort ou parce qu'il est assis dans sa chaise puis il regarde dans le vide puis il ne nous comprend pas? Là, on va lui présenter ses médicaments. Prenez les médicaments dans ma main, dans le petit coffre, et puis on va les prendre, on va les avaler. Puis il n'est pas capable de suivre cette consigne très simple-là. Puis ensuite de ça, quand il prend le petit coffre, ses mouvements sont très, très au ralenti, où il est tellement énervé qu'il échappe les pellules partout. Là, vous avez répondu oui aux trois questions. On a juste besoin de répondre oui à une question. Une question est positive, on a des doutes que notre patient est en train de faire un délirium. Et là, à ce moment-là, on va faire un CAM qui est un peu plus complet. Là, on va aller voir le préposé, on va aller regarder dans le dossier, est-ce que c'est quelque chose que les autres ont remarqué aussi. Puis là, il y a des critères un peu plus sévères à suivre. Là. Alors, le CAM, le but de faire un CAM, c'est de confirmer que ce qu'on a vu au radar, c'est bien vrai. Là. Notre radar nous dit, je pense que mon patient fait un délirium. On décide de faire un CAM et ça va confirmer que ce qu'on a vu au radar, c'était bien ça. Alors, ça se peut là que, en tout cas, moi, dans mes notes de dossier, quand vous allez venir en stage, ceux qui viennent avec moi, je vais vous demander de l'écrire. Là. Le radar, il est négatif parce que le délirium, c'est quelque chose qui apparaît très, très rapidement. Donc, si ce matin, si vous étiez en stage de jour, puis que vous avez écrit ce matin à votre première évaluation, radar négatif, puis que le soir, tout d'un coup, son état cognitif change, bien, ils vont être en mesure de voir, mais ce matin, il allait bien. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau ce soir. Alors, je vais vous dire, là, si vous l'écrivez dans vos notes, ça va être encore mieux. Alors, un CAM, on va un petit peu plus loin parce que c'est pas juste observer le patient, on va aller voir, oui, on va observer le patient et ses comportements, mais on va aller voir dans les notes au dossier, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie de ce patient-là? On va aller voir la famille, on va aller voir le préposé, est-ce que vous le trouvez différent? Et puis, on va voir si il y a mesure à être il y a raison d'être inquiète. Les critères pour le CAM, je les ai mis ici, là. Je vais déplacer ma caméra, qu'on ne cache pas. Alors, il faut qu'on ait les deux premiers, il faut que ce soit présent. Donc 1 et 2, il faut qu'ils soient présents pour que notre CAM soit positif. Il faut que l'apparition de ces symptômes-là, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Ce n'est pas un patient qui avait des problèmes cognitifs avant, puis qu'il y a encore les mêmes problèmes cognitifs. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui a changé. Il faut que ça soit
un changement qui est inhabituel. Notre patient, d'habitude, est orienté, là, il ne l'est pas. D'habitude, notre patient, il est calme, là, il est très, très énervé, ou le contraire. Et puis que ces symptômes-là ils peuvent fluctuer en sévérité dans le courant de la journée. Il faut qu'il y ait un problème d'attention. Alors, on essaye de lui parler, puis on n'est pas capable de garder son attention. On parle avec, puis on n'est pas capable d'obtenir de réponse. On lui demande de faire des trucs très, très simples. Enfiler une chemise, se brosser les dents, puis on n'est pas capable d'arriver à lui faire ça parce qu'il n'écoute pas les consignes. Il ou elle score dans les 2 premiers. Et c'est ça qu'on veut. Pour avoir un CAM positif, il faut absolument qu'on ait scoré quelque chose dans les 2 premiers. Et il faut avoir un positif soit dans le 3, soit dans le 4. On n'est pas obligé d'avoir les 4, mais il faut avoir le 1 et le 2, c'est sûr et certain, et soit le 3, soit le 4. Donc, une pensée qui est désorganisée. Un patient qui est incohérent. Vous lui demandez qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, puis il vous parle de trucs qui font pas de sens. À Noël, je pense que je vais acheter tel et tel cadeau. Puis cet été, quand je vais faire mon jardin, je vais planter des tomates au lieu des cocombes. Après que vous lui ayez demandé qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, tu sais, il fait pas de sens quand vous lui parlez. Il est vraiment désorganisé. Vous lui demandez comment ça va en ce moment ou qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, puis il vous dit là, il faut que je prépare mes valises parce que je m'en vais à Cuba. Mon fils s'en vient me chercher, puis je m'en vais à Cuba en voyage. Oui, ça va être le fun. Ça fait pas de sens du tout. Puis, une altération dans son état de conscience. Soit que ce patient-là est somnolent en ce moment, puis d'habitude, c'est un patient qui est jovial, qui est très éveillé, puis qui fait ses trucs, ou le contraire, c'est un patient qui est relativement calme d'habitude, puis que là, tout d'un coup, là, il est vraiment anxieux, puis au moindre petit son, il fait des sursauts. Il y a eu un changement dans son état d'éveil, il coterait dans le 4. Je vais redescendre ma caméra en bas. Alors, ce que je vous disais, c'est pour être en mesure d'interpréter les résultats d'un CAM, il faut que le 1 et le 2 soient présents. Bon, ça va pas bien. Le 1 et le 2 soient présents et il faut avoir au moins le 3 et ou le 4 pour dire que c'est positif. Là, vous allez me dire, à partir du moment où j'ai un CAM positif ou j'ai un radar positif, je fais quoi avec ça? Bien, premièrement, il faut trouver la source du problème. Parce qu'un délirium, là, c'est toujours causé par quelque chose. Donc, premièrement, vous allez en parler avec votre doc, parce que la plupart du temps, ou souvent, les déliriums, c'est causé par une infection. Soit une infection urinaire, une infection pulmonaire. Des fois, c'est causé par un infarctus. Donc, si vous en parlez avec votre médecin, il faut trouver la source, là. Un délirium, ça ne se guérit pas tout seul. Il faut trouver qu'est-ce qui a causé le délirium et régler cette cause-là. Et si c'est une de ces causes-là, ça vous prend un doc pour vous prescrire une analyse culture d'urine, un rayon X pulmonaire pour voir si notre patient fait de pneumonie. Là, vous allez même l'ausculter pour voir, parce que souvent, les patients qui font des pneumonies ne toussent pas, ne font pas de fièvre. On l'a vu dans notre premier cours. Mais si on les ausculte, on va les entendre, les crépitants, on va les entendre, les sécrétions qui sont en train de s'accumuler dans les poumons. Donc, d'emblée, vous allez avoir déjà fait une auscultation pour être sûr que vous n'entendez pas des crépitants au niveau des poumons. Puis quand vous allez aviser votre médecin, je vous le dis, là, votre patient fait un délirium, ou vous suspectez qu'il fait un délirium, le ou la doc va vous prescrire une analyse culture d'urine, un rayon X pulmonaire puis un ECG pour voir si votre patient a fait un infarctus. Parce que c'est souvent ces 3 trucs-là qui vont causer le délirium. Si c'est pas ça, on va essayer de voir, est-ce que c'est parce qu'il y a plein de trucs qui causent des déliriums. Est-ce que c'est parce que les besoins primaires sont pas rencontrés? Est-ce que ce patient-là a faim, a soif, est-ce qu'il a envie? Vous seriez surpris comment qu'un patient qui a envie de faire pipi et qui n'est pas capable d'aller à la toilette peut causer un délirium. Tu les amènes aux toilettes, ils éliminent, et tout d'un coup, on est revenu à la normale. Ils ont faim, ils ont soif, vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire, ils reviennent à la normale. Ça peut être causé par un manque de sommeil. Est-ce qu'ils font de l'insomnie la nuit? Est-ce qu'ils sont immobiles? C'est-tu des patients qui sont confinés à un fauteuil gériatrique? Plus on est confiné à un fauteuil gériatrique, plus on est à risque de faire des déliriums. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de marcher? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de circuler? Est-ce qu'il reçoit certaines médications qui vont causer son délirium? Est-ce que c'est des patients à qui on a donné de l'activant?
la nuit passée parce qu'on voulait qu'il dorme absolument, bien, on le sait maintenant qu'il y a beaucoup de médications qui vont causer des problématiques chez les patients qui sont à risque de développer des déliriums. Les contentions, autant physiques que chimiques, c'est très, très problématique pour les déliriums. Donc, l'idée, c'est de trouver la cause et de régler la cause. Puis à partir du moment où on règle la cause, on règle le délirium. Alors, par exemple, M. Sanchez, 78 ans, il est admis sur votre unité de réadaptation. Ce matin, le préposé vous dit que monsieur ne veut pas sortir du lit, il est apathique, il ne veut pas manger, il ne veut pas se laver. Il dit qu'il est tard, il faut qu'il dorme pour être en forme demain matin. Pourtant, on est le matin. Il est tout de même installé pour déjeuner. Le préposé l'a comme un peu stimulé, forcé, puis il l'a assis pour déjeuner. Mais le préposé est obligé d'y ouvrir les contenants là, parce qu'il n'était pas capable d'ouvrir son petit truc pour le lait, son contenant pour les céréales. D'habitude, il fait ça lui-même, puis là, il ne le fait pas. Monsieur Sanchez, il regarde le plateau, il ne sait pas trop quoi faire avec. C'est la première fois qu'il agit comme ça, selon les dires de votre préposé. Puis ce préposé-là, il travaille avec lui là, depuis tous les jours depuis son arrivée à l'unité. Donc, est-ce que vous pensez que vous devriez faire quelque chose suite à votre conversation avec le préposé? Bien, c'est sûr qu'il faut retourner évaluer le patient. Il faut être sûr que ce que le préposé vous dit, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Mais vous le croyez, là, mais vous voulez le voir de vos propres yeux. Donc, si vous faites un radar, clairement, il cote oui pour les 3 questions. Est-ce que votre patient a un changement dans son état d'éveil? Il me semble que c'est ça la première question. Ici. Est-ce qu'il est somnolent ou hyperactif? Est-ce qu'il est capable de suivre les consignes? Est-ce qu'il est au ralenti? On retourne à notre... Alors, est-ce qu'il y a un changement dans son état d'éveil? Il a dit qu'il était apathique. Il ne veut pas manger, il ne veut pas se laver, il ne veut pas sortir du lit. Donc, il cote oui à la première question. Donc, tout de suite, vous le savez qu'il est à risque de faire un délirium. Ensuite de ça, est-ce qu'on est capable de maintenir son attention? On le dit ici, là, il regarde son plateau, il ne sait pas trop quoi faire avec, et ça ne va pas bien. Est-ce qu'il est capable de faire des consignes simples? On lui met son plateau en avant de lui, il n'est même pas capable d'ouvrir ses contenants. Bien, tout de suite, là, il est positif au CAM. Il est positif pour les 3 questions, pour le radar. Il est positif pour les 3 questions. Au CAM, est-ce qu'il cote dans les 4, critères? Merci, excusez-moi, là. Alors, est-ce que c'est apparu soudainement? Oui. Il n'était pas comme ça avant, il l'est maintenant. Est-ce qu'on est capable de maintenir son attention? Non. Est-ce qu'il est désorganisé dans sa pensée? C'est difficile à voir avec notre exemple, mais est-ce qu'il y a une altération dans son état de conscience? Puis la réponse, c'est oui. Donc, il cote autant au radar qu'au CAM. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, vous allez aviser votre médecin que vous pensez que M. Sanchez fait un délirium. On va essayer de trouver la cause pour régler le délirium. Ensuite de ça, le DNA, le MNA, là, je pense que je vais arrêter mon vidéo parce qu'il me reste juste 2 minutes, puis il me reste quand même le MNA puis l'évaluation de la dépression gériatrique à faire. Fait qu'on va pouvoir continuer là, après.